Magnifique. Corrigeons exemple 1. On a les données. Travail d'extraction converti en jeux, ça donne 3,52 fois 10 à la moins 19. Potentiel d'arrêt 5 volts. Que vaut la longueur d'onde? C'est la question. La première chose, on va aller calculer l'énergie cinétique des électrons qui partent le plus vite, le Comax. Donc, c'est E fois le potentiel d'arrêt. Ensuite, donc ça me permet de calculer l'énergie cinétique maximale. Ensuite, on sait que Comax égale HF moins Phi, ça nous permet d'isoler F. Pourquoi je vais isoler F? Rappelez-vous la question, on veut chercher la longueur d'onde. Donc, on va chercher F, après ça va être facile de convertir en longueur d'onde. Alors, Comax, on l'a calculé, Phi, on le connaît, et H, on le connaît, c'est une constante. Alors, à partir de ça, on peut aller directement calculer la fréquence du rayonnement. Alors, ça me donne 1,74 fois 10 à la 15 Hz. Et maintenant, il reste juste à faire la conversion en longueur d'onde. Donc, toujours avec la même équation, vitesse égale longueur d'onde fois fréquence. Donc, 3 fois 10 à la 8 sur la fréquence qu'on a trouvée, ça va donner 172 nanomètres. Parce que c'est utile de convertir en longueur d'onde parce que, évidemment, ici, sous-entendu, c'est la longueur d'onde dans le vide ou la longueur d'onde dans l'air. C'est utile de convertir en longueur d'onde parce que ça donne une meilleure idée. Parce que 1,74 fois 10 à la 15 Hz, je sais pas pour vous, mais moi, ça dit pas grand-chose comme ça. Il faudrait que, tu sais, en tout cas, c'est plus facile, on se comprend mieux quand on est en termes de longueur d'onde. 172, on a plus de repères. On a plus de repères avec les longueurs d'onde. Fait que 172 nanomètres, on le sait tout de suite, ça va être dans quel domaine du spectre électromagnétique. Pourquoi? Parce qu'on se compare avec notre 400 nanomètres à 700 nanomètres, n'est-ce pas? Pour le spectre visible. Fait que tout de suite, on a un ordre de grandeur. Fait que là, on sait 172 nanomètres. Ah, ok, c'est pas dans le spectre visible. Fait que c'est une longueur d'onde plus petite que le spectre visible. Ça veut dire une fréquence plus élevée que le spectre visible. Donc, autrement dit, là, on est dans les UV, en fait. Donc, 400 nanomètres, c'est le violet. Donc, on est dans les longueurs d'onde plus petites que le violet, donc l'ultraviolet. Donc, ici, c'est un photon ultraviolet. Maintenant, l'exercice 2, la longueur d'onde seuil de l'argent est de 325 nanomètres. Fait que vous voyez, dans le fond, la longueur d'onde, c'est caractéristique pour un métal. Donc, pour l'argent, on a une longueur d'onde seuil de 325 nanomètres. Donc, évidemment, nous, il va falloir qu'on convertisse ça en fréquence seuil, parce que dans nos équations, c'est la fréquence seuil qui apparaît. Alors, on sait comment faire, on sait comment transformer la longueur d'onde en fréquence. Déterminer l'énergie cinétique maximale des électrons injectés d'une surface d'argent par la lumière ultraviolette de longueur d'onde 254 nanomètres. Donc, je vous laisse faire cet exercice-ci et vous avez la réponse pour vous autocorriger. Maintenant, je veux aborder un sujet chaud. C'est peut-être que vous dites à ce moment-ci, avec raison, la lumière, est-ce une onde ou un faisceau de particules? Parce que ce qu'on a dit dans le chapitre 3, dans l'optique ondulatoire, quand on étudiait l'expérience de Young, on étudiait l'interférence, la diffraction, on avait expliqué le résultat de ces expériences-là en interprétant la lumière comme étant une onde. Et là, quand on avait de l'interférence constructive, ça donnait lieu à des franges brillantes, etc. Donc, on avait une nature, la lumière exhibait un comportement ondulatoire dans le cadre de ces expériences-là, dans l'expérience de Young, par exemple. Parce qu'on voyait qu'elle interférait. Et le comportement, le fait d'interférer avec elle-même, c'est une preuve que la lumière exhibe un comportement ondulatoire. Maintenant, là, ce que je viens de dire, pour expliquer l'effet photoélectrique, expliquer le fait qu'une fréquence de seuil, on a expliqué ce phénomène-là en disant que
la fréquence de seuil existe parce qu'un seul photon individuellement doit avoir assez de lumière, pardon, un seul photon doit avoir assez d'énergie pour pouvoir extraire un électron individuellement. Donc, cette fois-ci, on est forcé de concevoir la lumière comme étant un faisceau de particules. Donc maintenant, on conçoit la lumière comme si c'était un ensemble de plein de petites particules comme ça qui se dirigent dans une direction. Donc, il y a un aspect, ce qu'on appelle corpusculaire ou particulaire. Donc, on considère comme la lumière comme un ensemble de petits corpuscules, de petites particules de lumière qu'on appelle les photons. Donc, ici, par exemple, on a un photon, puis ici, on aurait un autre photon, etc. OK? Donc, on conçoit comme le faisceau de lumière comme un ensemble de petits photons, de petites particules. Fait que là, on se demande, ouais, mais ça peut pas être les deux, là. Puis ce qu'il faut surtout pas penser, c'est que la lumière, c'est comme des petites particules qui voyagent comme ça sur une trajectoire ondulatoire. C'est pas ça, là. C'est comme, c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut penser. C'est juste deux visions différentes de la lumière. Soit une onde ou une particule. Un faisceau de particules, qu'on appelle les photons. Alors, ça nous amène à parler de la dualité onde-particule. Alors, la lumière, est-ce une onde ou une particule? La réponse, c'est les deux en même temps. La lumière est sujette à ce qu'on appelle la dualité onde-particule. D'ailleurs, j'adore le mot dualité, un mot très riche. La dualité onde-particule. La lumière est soumise à la fois à un comportement d'onde et à un comportement de particules. La théorie ondulatoire est appropriée pour expliquer la propagation de la lumière. Par exemple, la propagation de la lumière à travers une fente, la diffraction, etc. Mais le concept de photon est nécessaire pour expliquer l'interaction avec la matière. Par exemple, ici, on a justement la lumière qui vient foncer dans une plaque métallique. C'est ça qui injecte des électrons. On a besoin de la notion de corpuscules, de particules, des photons pour expliquer lorsque la lumière interagit avec de la matière. De la même façon, au chapitre précédent, on parlait que la lumière, elle pouvait pousser un objet à cause qu'elle avait une quantité de mouvement. Quand on imagine ça, dans le fond, c'est qu'on est en train d'imaginer que la lumière est composée un grand nombre de petites particules, les photons, qui eux-mêmes ont une quantité de mouvement. Donc, vous voyez, quand la lumière interagit avec la matière, par exemple pour la pousser, pour créer la pression de radiation, ben, ceci, c'est un autre exemple où il faut invoquer la notion de photon pour comprendre ça, en imaginant que chaque photon a une petite quantité de mouvement, puis c'est ça qui fait pousser c'est ça qui crée la pression de radiation. Donc, la lumière est caractérisée par une dualité onde-particule. Selon l'expérience réalisée, elle va se comporter soit comme une onde ou soit comme une particule. Donc, ce sont comme deux aspects de la lumière qui vont être révélés la lumière va être révélée soit comme une onde ou soit comme une particule, dépendamment de l'expérience à laquelle vous la soumettez. Si vous le soumettez à l'expérience de Young, elle va révéler sa nature ondulatoire. Si vous la soumettez à l'expérience d'effet photoélectrique, elle va révéler sa nature corpusculaire, sa nature de particule. Alors tout ça, en fait, la nature d'onde et la nature de particules ne sont que des modèles de représentation, en fait. Les mots ondes et particules ne sont pas des mots qui définissent qui définissent ce qu'est la lumière en elle-même. Ce sont plutôt des modes de représentation qui nous permettent de comprendre de façon plus intuitive qu'est-ce que la lumière. Aux basses fréquences, c'est-à-dire aux ondes radio par exemple, la représentation des ondes est vraiment la plus adéquate, clairement. Car l'énergie des photons est très faible. Donc, justement, on a dit, plus la fréquence est faible, plus l'énergie de rayonnement est faible, bien sûr. Alors, pour les ondes radio, c'est ça, on a des ondes radio, c'est faible fréquence, donc faible énergie. Donc, les photons, en fait, on pourrait dire que les ondes radio, on pourrait s'imaginer que les ondes radio, c'est un ensemble de photons. On ne serait pas dans le champ complètement. Mais de s'imaginer des photons d'ondes radio,
ça va pas vraiment aider à expliquer quoi que ce soit parce que les photons d'ondes radio, en fait, ont des énergies tellement faibles que ça va pas avoir d'effet important. Et à l'inverse, la longueur d'onde d'une onde radio est très grande. Donc, les effets reliés à sa nature ondulatoire vont être très faciles à observer. Très, très, très faciles à observer parce que son onde est tellement grande. Elle est vraiment macroscopique. Une onde radio, ça peut avoir une longueur d'onde de, mettons, 10 mètres de long. Ou ça peut avoir une longueur d'onde de 100 mètres de long. Mais c'est une longueur d'onde qui est vraiment macroscopique. Donc, c'est facile à mettre en évidence. Donc, la représentation par onde va vraiment prédominer. C'est pour ça que, tu sais, quand on parle des ondes radio, on parle des ondes radio, on ne parlera pas des photons radio. Parce que les photons radio de toute façon, ont tellement peu d'énergie que c'est pas la représentation la plus utile. La représentation sous forme d'onde pour les ondes radio est beaucoup plus utile. Donc, on va parler d'ondes radio, on ne parlera pas de rayons radio. Vous me suivez? On ne parlera pas de photons radio fréquemment ou de rayons radio. On va parler d'ondes radio, d'ondes hertziennes. Par ailleurs, aux fréquences élevées, c'est l'inverse qui se produit. Aux fréquences élevées, les photons ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Pensez à l'ultraviolet, pensez aux rayons X, aux rayons gamma. Alors là, ici, on a des fréquences qui sont très élevées, des énergies qui sont très élevées. Donc là, les photons vont avoir des énergies très importantes. Et là, ça va être facile de mettre en évidence la nature corpusculaire, la nature de particules. Les photons, ils vont être faciles à mettre en évidence parce qu'ils possèdent chacun beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle, et là, à l'inverse, la nature ondulatoire va être moins évidente parce que la longueur d'onde est tellement petite qu'elle va être très dure à mettre en évidence. Alors, c'est la raison pour laquelle on va parler, par exemple, de rayons X. On ne va pas parler des ondes X. Avez-vous déjà remarqué ça? On ne dira jamais les ondes X. Jamais. Puis à l'inverse, on ne dira jamais les rayons radio. Comprenez? La nature ondulatoire prédomine dans le domaine des ondes radio, mais la nature corpusculaire prédomine dans le domaine des rayons X. Donc, c'est pour ça qu'on parle des rayons X. Donc, quand on parle d'un rayon, on peut s'imaginer ça comme une espèce de flux de particules, les photons. Alors là, tout ça peut vous paraître contradictoire. Ça peut vous paraître contradictoire de penser que la lumière exhibe à la fois un comportement corpusculaire et ondulatoire. Je vais vous donner une analogie. Il serait à première vue incongru d'affirmer qu'un objet possède à la fois les propriétés d'un cercle et d'un triangle. C'est un peu comme si je vous dis, mettons dans le chapitre, dans le chapitre 3, je vous dis que la lumière est un cercle. Puis à partir de maintenant, je commence à vous dire que la lumière peut aussi être un rectangle. Fait que là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? La lumière ne peut pas être à la fois un cercle et un rectangle. Comment elle peut avoir les propriétés à la fois d'un cercle et d'un rectangle? Ça peut paraître contradictoire. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je peux vous dire, oui, mais la lumière est comme un. Oublions la lumière, mais mettons, je vous parle d'un objet qui est un cercle, après ça, je vous dis, ben, ça a aussi les propriétés d'un rectangle. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Ben, un cylindre a, selon un certain point de vue, un cylindre paraît comme un cercle. Donc, si vous éclairez votre cylindre par ici, à ce moment-là, l'ombre chinoise ici, l'ombre que vous allez avoir sur le mur va être un cercle. Mais à l'inverse, si vous l'éclairez par ce côté-ci, l'ombre qui va être projetée va être en forme de rectangle. Suivez-vous? C'est une analogie que je suis en train de faire. C'est pour dire que le cylindre, c'est un peu comme la lumière. Donc, le cylindre, c'est pas ni un rectangle, ni un cercle. On est d'accord? C'est comme quelque chose de autre, mais on pourrait dire qu'en quelque sorte, le cylindre exhibe une dualité cercle-rectangle. Okay? C'est un peu ça l'idée, là. C'est que le cylindre exhibe une dualité cercle-rectangle. Selon certaines expériences, si on l'éclaire comme ça, il va exhiber la propriété d'un cercle, mais selon certaines autres expériences, si on l'éclaire par là, il va exhiber les propriétés d'un rectangle. Donc, vous voyez, c'est un peu ça.
C'est un peu la même chose avec la lumière. Donc, selon certaines expériences, elle exhibe ses propriétés ondulatoires. Selon certaines autres expériences, elle exhibe ses propriétés corpusculaires. Et on parle de dualité onde-particule. Je sais que c'est vraiment flyé ce que je dis ici, mais c'est ça la beauté de la physique. C'est ça qui fait que c'est fort, la physique. C'est ça qui fait que c'est profond. C'est très, très, très profond, là. La lumière, c'est quelque chose de fondamentalement incroyable qui exhibe parfois un comportement ondulatoire avec certaines expériences et parfois un comportement corpusculaire.